C'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr. Igloo numéro 200. Cédric Simonin, bonjour. Une vraie aventure, Ça 5 fait ans 200 numéros qu'on se supporte. que vous me supportez. Allez, je vous en dirai là, autant. 200 Ouais. et plus d'1,3 million de vues depuis le début Ouais. de l'émission qui est partie sur un pari, il faut quand même le dire. Ouais. De vues, c'est-à-dire on divise par 2 pour avoir le nombre. Dieu Dieu. Non. Non, très bien. Alors pour cette émission anniversaire, on s'est dit on va quand même inviter quelqu'un d'important. Alors on avait pensé à Delphine Weiss-Pizer, mais elle n'était pas libre. Alors on a invité Catherine Trottmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première femme à avoir dirigé une grande ville en France. C'était en 89, vous aviez 39 ans. C'était il y a un C'est petit ça. moment. Et je suis tombé sur ce chiffre que vous aussi, vous aviez complètement oublié, mais ça fait 40 ans que vous siégez au conseil municipal de Strasbourg. Merci de dire que je l'avais oublié, parce qu'en fait, quand on est dans l'action, C'est vrai ? on ne pense pas aux années qui passent. On pense si on est encore capable d'avoir des idées, de pouvoir avoir des projets. Bon, j'ai un adage. Je dis que j'ai toujours un projet d'avance, et c'est vrai. Et donc, je ne vois pas le temps qui passe. 40 ans, c'est beaucoup d'expérience. C'est aussi beaucoup de questionnements, et aujourd'hui, beaucoup de doutes et de craintes pour la ville. Des questions sur l'habitat. On va y revenir, mais d'abord, vous connaissez le chiffre record ? Quel chiffre record? Vous, ça fait 40 ans, mais il y a un Ah oui, oui, recordman. oui, non, c'est Robert Grossman. C'est 49 ans. Oui, 49 ans. Alors, je vous demande pas si vous avez envie de le battre. J'hésitais à le dire parce que franchement, je pense que ça me donne, si vous voulez, une perspective. Ah bah c'est oui, vrai, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Mais enfin, Le c'est pas mon demi-siècle problème au conseil aujourd'hui. municipal, C'est pas. à mon Voilà. avis, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. On Non, rappelle enfin, quand vous même que savez, vous avez c'est été- pas, c'est moins le conseil que l'attachement aux Strasbourgeois. Ouais. Parce que moi, j'aime les gens. Et parce que aussi, on sait ici, dans cette ville, que je ne me dégage pas, je ne fuis pas mes responsabilités. Ouais. Et en ce moment, ils me disent, bon, vous avez encore un peu plus que d'habitude, parce qu'il faut aussi nous défendre. Voilà. Et continuer votre travail dans l'opposition. Ce que vous faites Dans la évidemment minorité, aussi ouais. bien que quand vous étiez à la majorité dans cette ville. On rappelle que vous avez été ministre, députée européenne, et que vos journées, comme tout le monde, font 24 heures. Voilà. Et que j'ai toujours le même rythme de travail que je l'avais quand j'étais au gouvernement. C'est à peu près la même chose avec mes responsabilités. C'est L'autre ça. jour, j'ai compté, puisque tout le monde me dit 40 ans, oh là là, oh là là. Je dis, bah écoutez, non, moi, ça va, c'est bon. Hein. Alors Strasbourg, l'Eurométropole, ce territoire que vous connaissez comme votre poche, évidemment, les questions de l'habitat, vous les traitez depuis 40 ans, Un peu avant même. même avant. Oui. Oui. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec Cédric sur ce thème du logement abordable, qui est un véritable défi, Cédric. Oui, parce que le logement en est un, le logement abordable en est un prioritaire. Il faut pas oublier que le logement reste l'une des préoccupations principales des Français. C'est selon moi, après la réforme des retraites, la prochaine crise sociale qui nous pend au nez. Il demeure le premier poste des ménages. Le secteur privé et social sont autant concernés. Il faut noter qu'il y a plus de 20 000 ménages qui sont en attente de logement social dans l'Eurométropole. Ça fait beaucoup. Il faut noter également que la crise du logement pour les étudiants est toujours aussi prégnante. En 2019, vous aviez travaillé sur le sujet du logement abordable, un véritable défi pour les villes et les métropoles d'Europe, pardon. Alors on a entendu avec la nouvelle municipalité construire moins mais mieux. C'est beaucoup ce qu'on a entendu, notamment des Verts. Alors j'aurais aimé qu'on fasse un peu un constat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2023 dans un contexte de crise énergétique, d'inflation, de nouvelles réglementations, la réglementation thermique de 2020, les prix des matériaux qui augmentent, les taux d'emprunt qui sont à la hausse, la baisse des permis de construire et du marché neuf, donc un tableau assez noir pour le logement. Quel regard vous portez sur l'habitat et le logement dans l'Eurométropole aujourd'hui ? Le regard que je porte sur l'habitat n'a pas changé. Ça a toujours été pour moi une priorité parce que nous sommes en déficit de logement historiquement depuis très très longtemps. Vous parliez du chiffre de demande de logement social. En fait, on est à 22 400, ce qui est énorme. Et on a une grande partie de cette demande qui se tourne vers le logement privé. Puisqu'on ne peut pas répondre. On est à une moyenne de 1500 logements par an qui sont construits pour du logement social. Par conséquent, aujourd'hui, on a une tension extrêmement forte et un vrai risque par rapport à l'accès au logement, tout simplement, notamment pour les étudiants, pour les femmes seules, les familles monoparentales. On sait qu'on manque de T1, T2, par exemple, mais on a un problème de prix.
Et j'ai regardé les prix, évidemment, avant cette émission. On a quand même une augmentation du prix immobilier neuf de 9,3%. Oui. On a également des ventes en baisse de 24,3%, ce qui montre qu'il y a une tension sur le budget des familles, des ménages. Et on a une augmentation en 5 ans de plus 20%. Dans la dernière période, avant que je dépose cette proposition au Conseil de l'Eurométropole sur l'encadrement des loyers, on était à plus 6%. On m'avait répondu que ce n'était pas assez pour se poser la question. Pour moi, c'était pédagogique. C'était pour arriver à voir comment il fallait répondre par une politique de l'habitat qui puisse permettre de l'accession à un prix correct, qui permette également d'avoir un nombre constant et suffisant de construction de logements et de la réhabilitation. Pourquoi ? Parce que la réhabilitation thermique, c'est un aspect. Mais aujourd'hui, on risque la double précarité énergétique, c'est-à-dire le problème du prix de l'énergie dans le logement, mais aussi le prix de l'énergie dans la mobilité, qui est le deuxième poste après le logement de dépenses pour les familles et les ménages. Et on voit que aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, où on était à 52% des Français qui pouvaient mettre un peu de côté à la fin du mois, on a basculé et chuté à 37% des ménages. Donc on est aujourd'hui dans un appauvrissement global et dans une cherté de la vie qui augmente. Moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'on arrête la politique haussière. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser filer par la taxe foncière l'augmentation de l'accès au foncier pour les professionnels du bâtiment, pour les acquéreurs, pour les investisseurs, mais aussi ça se reproduit sur le loyer mensuel. Et donc, tout est à la hausse. On le paye dans la fiscalité, on le paye également dans le loyer et on le paye aussi dans les charges. Ça fait 3 impacts qui sont aujourd'hui à prendre en compte simplement pour pouvoir se loger. C'est donc une question sociale, c'est une question économique, c'est une question environnementale, c'est une question en même temps d'avenir de la ville parce que aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai pas les chiffres de logements construits, d'autorisation de construire pour l'année 2021 et 2022. Je ne les ai que jusqu'à 2020. Par contre, j'ai pu avoir une tendance dans une note de la préfecture de région qui dit qu'aujourd'hui, nous sommes en baisse de construction et nous sommes clairement les seuls dans la région du Grand Est, après Covid. Toutes les métropoles ont augmenté leur construction neuve dans tous les domaines, sauf la métropole de Strasbourg. Cherchez l'erreur quand on voit la demande. Donc, on a aujourd'hui un vrai sujet avec des prix à la sortie de la construction, par exemple au Wacken de 7 000 €, des prix sur la valeur Danube Écoquartier qui ont monté à 5 000 €, voire au-dessus. Donc aujourd'hui, qui peut se payer cela ? Alors, j'ajoute la ZFE, j'ajoute le coût du stationnement qui va aussi être imposé, notamment dans un quartier comme le quartier de Neudorf, fortement peuplé, quartier qui a déjà vu arriver tous ceux qui refluaient des quartiers voisins qui étaient déjà en stationnement payant. On est en train de monter dans Strasbourg les quartiers les uns contre les autres et de monter les habitants les uns contre les autres. Alors j'ai regardé, et je termine là-dessus, pour ce point d'analyse, eh bien, on diminue le nombre d'habitants. Aujourd'hui, dans le centre-ville, dans certains quartiers populaires, mais surtout dans le centre-ville, le nombre d'habitants est en baisse. C'est un signe, et il est très négatif. Alors je voulais rebondir sur, vous avez parlé des quartiers, on observe un risque de gentrification fort de certains quartiers qui sont devenus inaccessibles, vous l'avez dit, pour un plus grand nombre, parce que les prix au mètre carré ne cessent d'augmenter. À Strasbourg, nettement au-delà de 5 000 € le mètre carré. On a une fiscalité qui s'alourdit, on a des taux d'emprunt, je l'ai dit, qui sont en hausse et qui pénalisent aussi de nombreux ménages, et puis les salaires qui n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une situation où seuls les plus aisés, finalement, pourront se permettre d'acheter leur résidence principale ou d'investir dans l'immobilier, avec les conséquences que ça peut avoir, protection, préparation de la retraite, etc. etc. Et comment on fait pour finalement faciliter le parcours résidentiel ? Alors, à votre première question, je réponds oui. On est en train de faire une ville destinée à une partie assez aisée de la population qui accepte qu'on lui dise comment elle doit vivre. Moi, je fais partie des gens qui aiment être libres dans les choix de vie. J'ai beaucoup développé le vélo dans Strasbourg, chacun le sait, le tramway, toutes sortes de solutions. On a beaucoup transformé la ville. Mais on ne peut pas faire la ville contre les gens. Il faut les amener à pouvoir changer, à pouvoir aborder d'autres projets peut-être. Je pense par exemple à la ZFE. Moi, j'étais pour la possibilité d'introduire aussi la contribution à la participation, par exemple, des garagistes,
pour pouvoir avoir un accès plus facile à des critères qui soient mieux situés, si vous voulez, dans la hiérarchie, en quelque sorte. Critère 2, par exemple, pour les gens, c'est-à-dire la possibilité de rouler jusqu'en 2025 avec sa voiture. Bon, quand on est obligé d'avoir une voiture, on doit pouvoir l'utiliser. Donc, la question du stationnement est une question, je dirais, de vie quotidienne. Pour pouvoir avoir des habitants, il faut régler et aborder les questions de la vie quotidienne. Donc, avoir des services, les maisons de services par quartier, des maisons de santé, des équipements publics comme les salles polyvalentes. J'avais noté tout ça dans les propositions municipales au moment des précédentes élections, c'est-à-dire d'avoir, non pas l'enfermement dans son quartier parce qu'on y aurait tout, non, mais la possibilité d'avoir l'essentiel à proximité, si vous voulez, du quart d'heure de déplacement à pied. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes âgées, parce qu'on a des personnes à mobilité réduite, parce qu'on a des enfants. Et donc, il faut aujourd'hui penser la ville aussi pour eux et penser l'avenir avec eux. Et c'est ce que je regrette dans cette période, c'est qu'au fond, là aussi, on oppose les revenus, l'âge, dans la réforme sur les retraites. Finalement, on dit, ah bah écoutez, aujourd'hui, les actuels retraités ou tout près futurs retraités, eh ben, vous pourrez travailler un petit peu plus. Et les jeunes, on fait quoi ? Ils sont où dans la discussion ? C'est en fait pour eux qu'on travaille aujourd'hui. Et donc, le revenu des gens va être fortement gagé sur l'accès à la pierre. Je discute avec les Strasbourgeois, ils me disent, si je ne peux plus me payer ma retraite, si j'ai des difficultés pour ma retraite, je veux pouvoir être propriétaire. Ça, c'est une question qu'on n'a pas abordée et elle est pourtant directement liée aux retraites. Vous avez raison de dire, le logement est le deuxième sujet qui peut concerner toutes les générations et tous les milieux. On est d'accord. On a parlé des propriétaires. J'aimerais qu'on parle un peu du marché locatif. Donc le marché locatif, il se tend à Strasbourg, évidemment, parce que les prix montent au niveau de la vente. Les loyers suivent. Ça se tend à Strasbourg comme dans beaucoup de métropoles d'ailleurs, hein, moins d'offres, donc des loyers en hausse. Selon vous, quels sont les impacts et puis les conséquences pour les Strasbourgeois, qu'ils soient étudiants, jeunes couples, familles, seniors, etc. Alors, pour ma part, si vous voulez, dans mon expérience politique, la question du logement pour les jeunes, au moment où ils gagnent leur indépendance, a toujours été le premier pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de progrès ou de parcours résidentiel si on ne commence pas avec les jeunes. Donc, on manque encore de logements étudiants. On manque de logements étudiants abordables, donc c'est une question première. Ensuite, le parcours résidentiel doit pouvoir se faire, y compris en passant dans du logement social. Le cas échéant, il faut pouvoir en sortir. Donc il faut pouvoir aussi échanger parfois plus facilement son logement contre un autre dans le logement social, mais aussi pouvoir avoir un accès au logement privé. Et pour moi, la tension sur le marché locatif, je ne la sépare pas. Je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a des gens qui ont un droit d'accès au logement social qui sont dans le logement privé. Donc, la tension sur l'ensemble du marché est un problème pour l'ensemble de la population qui doit avoir accès à du locatif. Donc ça, c'est aujourd'hui un problème structurel à Strasbourg qui devrait nous amener à redégager du foncier. Je pense que, par exemple, dans la transformation d'A35, on a un certain nombre d'espaces, je l'avais proposé, qui pourraient être utilisés pour partie, bien évidemment. On peut faire des plantations, on peut faire des jardins, on peut faire de l'agriculture urbaine, mais on peut aussi y faire du logement. Sinon, on le mettra où, ce logement ? On est en train de remplir le moindre interstice, au détriment de toutes les zones qui peuvent être des zones de rafraîchissement et d'équilibre de température dans les quartiers. Cherchez l'erreur. Vous savez, en développement durable, au plan européen, il y a une notion qui est de dire, si tu prends une disposition environnementalement favorable, regarde si tu ne vas pas créer un dommage collatéral. Eh bien, la création du dommage collatéral, c'est pas seulement environnemental, ça peut être aussi social. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis pour la possibilité d'avoir un vrai débat, de considérer que le logement, l'habitat est une priorité absolue à Strasbourg, qu'on doit tout regarder à partir de là. Le plan de circulation, je ne sais pas si vous le connaissez, il n'y en a pas. En tout cas, moi, on ne me l'a jamais exposé. Les déplacements, le tramway, les bus, les pistes cyclables, les commerces, tout ce qui permet en fait de vivre doit partir de là où vivent les gens, où ils habitent, parce que c'est de là que part au fond la question de la ville, de faire de la ville. Là, vous avez cité quelques actions. Vous avez un peu anticipé sur la question que je souhaitais juste vous poser, sur les actions qui seraient à mener en priorité, selon vous, dans l'Eurométropole.
Autre question, comment relancer, puisque vous l'avez dit, on manque de construction, comment relancer la construction de logements de qualité, et j'insiste sur le de qualité, et répondre au défi aussi de la rénovation des bâtiments, parce que le défi est aussi là, et le marché est énorme pour répondre aux besoins des citoyens, dans ce contexte politique, économique et social un peu tendu. Oui, alors, vous savez, j'ai réfléchi à 2 solutions. Je ne les ai jamais partagées, là. Mais je vais vous le dire, parce que je pense qu'à un moment donné, le débat doit être partagé. Eric, là, on a un scoop. Euh, Et c'est dans Igloo. la première solution, c'est en regardant comment vivent les jeunes, y compris dans ma propre famille, dans des logements petits, en bois, un peu de style cabane, les tiny house. Mm. On pourrait parfaitement avoir une décompression de la demande de logement par la possibilité, dans le parcours résidentiel, de pouvoir passer par un logement. Alors, est-ce que ça doit être un logement étudiant, un logement de démarrage de vie, etc. Mais par la possibilité d'avoir du foncier et de pouvoir réaliser ce qu'on appelle des tiny house, ou des maisons petites, mais qui sont confortables et économiquement et écologiquement parfaitement recyclables. Ça, c'est la première chose. Mais Deuxièmement, on les mettrait où alors? ah bah, il faut dégager du foncier, je vous l'ai dit. Ouais. Mais, Ah oui, je pense qu'on a du foncier. ouais, parce que Mais il faut chacun sa- l'analyser en chacun sa fonction. petite maison. Hein? Ça serait Bah, chacun sa petite maison, ça peut faire beaucoup. Si c'est provisoire, eh bien, c'est possible. les gens Parce que tourneraient, c'est pas ça, c'est ça. qui créerait un problème. Je l'ai vu en Allemagne, ils le font en Allemagne, ça marche très bien. Et pourtant, dans le land du Bade-Wurtemberg, c'est aussi des écologistes qui sont majoritaires. Deuxième possibilité, je crois qu'il faut dégager, séparer le foncier de l'habitat. Si on ne sépare pas le foncier de l'habitat, on ne va pas sortir de cette problématique taxe foncière, prix du foncier, impossibilité d'avoir des prix de sortie qui soient abordables. Donc, il faut dégager les deux. Pourquoi ne pas aider, par exemple, des propriétaires qui ne peuvent pas payer, mais qui ne peuvent pas louer parce qu'ils ont une passoire thermique? Pourquoi la collectivité ne se dote pas d'un instrument qui permettrait de dire aux propriétaires, eh bien écoutez, monsieur, madame, vous avez un bâtiment, vous ne pouvez pas le rénover énergétiquement. Vous avez des locataires, mais vous, on vous le reprend pendant 5 ans, on fait les travaux et on vous le restitue. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Moi, je serais prête à une telle expérimentation, parce que je pense que c'est une solution. Sinon, on n'arrivera jamais aux 5000 logements, aux 8000 logements dont on a parlé dans le plan climat par an en rénovation énergétique. Donc il faut de nouveaux instruments. Voilà, moi je vous ai dit, voilà, il y a des idées. On peut aller les chercher, on peut aller les trouver. Il faut trouver des partenaires. À un moment donné, j'avais mis en place l'OQSEM, cette société d'économie mixte. Pourquoi pas ne pas avoir un partenariat, y compris avec des privés, pour arriver à faire en sorte qu'on trouve des solutions. Moi, je suis sûr que si on met les gens autour de la table, on a des solutions. Mais elles doivent être financières, elles doivent être, payables. Oui. Donc, c'est la collectivité qui peut régler cette problématique du foncier. Donc c'est à elle de s'engager. En plus, quand vous voyez dans quelles conditions les bases de la taxe foncière vont augmenter, 7,1% décision de l'État. Alors, on aura beau jeu de dire à notre futur conseil municipal, regardez, on n'augmente pas la fiscalité. Vous vous rendez compte l'impact que ça va faire quand on est déjà à plus 9% de prix de sortie du logement neuf? Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, non, il va falloir être raisonnable. Il faut avoir un accord qui soit négocié, discuté entre les associations de locataires, les professionnels du bâtiment, les promoteurs, les investisseurs publics, pour qu'on ait une garantie de pouvoir travailler sur la durée pendant plusieurs années avec des solutions économiques innovantes. Voilà ce que je pense. Ça veut dire que vous seriez favorable à un grand débat entre tous ces acteurs-là pour mettre à plat vraiment les enjeux des uns et des autres Oui. D'accord. Moi, je suis favorable à un grand débat. J'en ai parlé avec des associations de locataires que j'ai rencontrées. Parce que je souhaitais savoir comment elle s'en sortait. J'ai appris des choses terribles. Par exemple, que dans certains logements, il fait 16 degrés, donc les gens, ils achètent du chauffage au gaz avec des bonbonnes qu'ils mettent dans du logement social, dans des immeubles de logement social. Est-ce qu'on a fait un bilan? Non, on n'a pas fait de bilan. Il fallait le faire, le bilan. Quand on a voté le plan climat, dans l'ancien mandat, la suite, c'est de faire un bilan pour immeuble par immeuble, voir exactement quelle est la situation. Et puis, il faut trouver ce foncier. Donc ça suppose d'en discuter, plutôt que de laisser les choses comme ça dans l'ignorance qui font qu'on favorise un phénomène spéculatif. Et je vous dirais aussi qu'il y a un autre phénomène, il y a 2 phénomènes qui jouent dans la hausse des prix.
c'est d'un côté les mesures environnementales qui sont prises Mmh. sans compensation pour pouvoir construire du logement, donc c'est au détriment de la construction. Et puis la deuxième chose, c'est aussi qu'on a finalement, en raréfiant la construction, eh bien on la rend plus chère à l'achat, enfin à la réalisation et à l'achat. Donc Automatiquement. voilà pourquoi je pense qu'un grand débat, c'est un débat démocratique, parce que la question du logement, c'est celle qui est, avec la santé, avec l'éducation, l'une des plus partagées. On peut encore débattre en France, d'après vous? Est-ce qu'on peut encore débattre, vraiment? Bah, écoutez, Je peux me permettre de répondre avant qu'elle ne réponde? Ouais. D'expérience. En France, on a plus une culture du débat que une culture du dialogue, oui, c'est qu'on ça. retrouve plus en Suisse, par exemple. Donc, on est, en tant que professionnel, souvent invité, entendu, mais pas vraiment écouté. On nous a fait parler. Donc, c'est un peu dommage parce que il faut comprendre le prisme de son interlocuteur pour comprendre, pour trouver des solutions Les bonnes problématiques. Je suis pense. d'accord Et avec les vous. intérêts de chacun, parce qu'évidemment, chacun va prêcher pour sa paroisse. Oui, mais si on ne discute pas ensemble, on a les intérêts des uns contre les intérêts des autres. Ouais. Ce n'est qu'en dialoguant qu'on arrive à savoir quel est le chemin commun. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et dans pour cette vous, il n'y a période. pas assez de débat, de dialogue aujourd'hui Non. à Strasbourg Non. et dans l'Eurométropole? Non, j'ai demandé qu'on ait un débat public au sein de la métropole, déjà au niveau des élus, pour pouvoir rediscuter du plan local de l'habitat. Parce qu'on a des délibérations qui passent, elles ne sont pas débattues, pas retenues sur des garanties d'emprunt, des choses comme ça. On ne sait même pas vraiment ce qui se passe dans les quartiers. Depuis que nous sommes élus, nous n'avons pas eu de présentation complète de l'ANRU, qui est quand même un plan important financé par l'État. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est un impensé de notre vie politique. C'est quelque chose qui doit vraiment être placé, je pense, au cœur des préoccupations. Et les solutions dont vous avez parlé, que vous n'avez pas encore proposées, Bah non, parce vous que allez en faire quoi? il n'y avait pas de grand débat, donc je n'avais aucun lieu pour pouvoir le Ah, proposer. on a peut-être Merci ouvert le d'avoir débat. été invité sur Igloo. Au moins, Ah, voilà. Ça sert à ça, Igloo vous aussi. pourrez J'ai encore une réagir, question. me dire ce que vous en pensez. J'ai encore une question, Ève. On a encore un peu le temps? Bah oui, Parce qu'on est bien là. bah on est On très est bien. entre nous. On y passera des heures. Hein. J'aimerais avoir un point de vue, une prise de hauteur. Vous Merci, faites- ça veut dire que j'étais vraiment. Vous n'avez pas décollé là. Non, mais là on était resté sur l'habitat très régional entre guillemets. Hein. On est au sein de l'Eurométropole. Là, sur la prise de hauteur, j'aimerais qu'on parle un peu de décentralisation. Parce que on entend parler d'un nouveau cycle de décentralisation qui pourrait conférer un rôle fondamental aux élus locaux quant à l'élaboration des politiques du logement. Et par conséquent, l'aménagement du territoire. Quand je parle de prise de hauteur, c'est voir vraiment au niveau de grandes régions, voire au niveau national. Quel regard vous portez sur cette potentielle évolution? C'est une opportunité ou c'est un risque? C'est les deux. Je vous ai parlé des idées que j'avais, décrocher le foncier de la construction de l'habitat, trouver des nouvelles solutions pour essayer d'encadrer, de limiter la hausse du foncier et permettre à de l'habitat responsable d'être construit, responsable et abordable. Ça veut dire qu'on doit se fixer des objectifs et chercher des instruments. Donc je pense que la capacité d'innovation d'une collectivité, sa capacité d'expérimentation, c'est fondamental. Maintenant, on doit avoir un arbitre. Parce qu'on peut aussi avoir des gens, comme on l'a vu sur la loi qui concernait la répartition du logement social sur le territoire des métropoles, on a vu que certains étaient plutôt résistants à pouvoir prendre leur part de cette charge, parce que c'est à la fois une responsabilité, mais c'est aussi une charge, il faut bien le dire. Et je trouve que aujourd'hui, dans le département du Bas-Rhin, nous sommes encore très très loin d'un véritable équilibre. Donc c'est un débat qui ne concerne pas que la métropole ou que la ville de Strasbourg, ça doit concerner toutes les agglomérations. Il y a un plan régional, il faut continuer de travailler sur son élaboration, parce que qui dit aménagement du territoire, dit l'aménagement du territoire à toutes les échelles. Mmh. Et nous, on a en même temps une proximité dans cette région, Grand Est, avec les pays voisins, où le prix du foncier ou du loyer chez nous est aussi un peu tributaire d'à côté. C'est clair. On a vu les Allemands venir habiter chez nous quand c'était moins cher, et on a vu les Français aller habiter en Allemagne quand c'était moins cher de l'autre côté. Donc on sait qu'on doit regarder à une échelle qui soit suffisante, parce que cette question du marché de l'immobilier transcende aussi la frontière dans la région Grand Est. Mais c'est pour ça que je pense que oui, ça peut être une opportunité, mais oui, il faut aussi les conditions de l'arbitrage pour que ça soit juste. Le débat est ouvert, les sujets ne manquent pas. On en refera une autre
émission. plaisir. Je vous le propose pour aller encore un petit peu plus loin. Et puis peut-être qu'on pourrait aussi inviter des contradicteurs et des gens qui seraient capables de vous répondre et qui auront envie de vous répondre aussi sur ces questions. En tout cas, Igloo est un espace ouvert. C'est un peu De dialogue. l'agora, voilà. Espace de Et de dialogue aussi. Merci Catherine Trottmann. Merci de m'avoir invité. À très plaisir. bientôt. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. Et Igloo, c'est sur topmusic.fr, on le rappelle, sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube d'Igloo et sur Facebook, ça s'appelle Igloo on Air. Salut.